Je vais inviter tout le monde à se rapprocher. Les personnes qui sont juste à l'extérieur de la salle, si vous nous entendez, la table ronde va commencer. Vous me donnez le go, on peut y aller. Très bien. Alors, je vais demander aux intervenants de venir directement à mes côtés. Alors, pour que vous soyez bien visible par la caméra, il faudrait que vous veniez soit vers moi, soit de l'autre côté, voilà, vers cette zone-là. Dites-nous si on voit bien tout le monde. Peut-être, si vous voulez, à 2 ou 3, rester ici, vers l'autre table haute. Je vais vous dire comment on va fonctionner. Rapprochez-vous de moi, n'hésitez pas. On est en fin de journée, on est à la fin de 2 journées très riches, donc je vais essayer de rendre la chose assez vivante sur des sujets qui peuvent être ardus. Donc je vais faire une petite introduction, je vais laisser chacun de nos intervenants se présenter et nous dire en une phrase ce qu'il va bien pouvoir nous raconter et nous présenter. Vous allez pouvoir poser des questions directement, tout ce qui vous taraude en matière de financement. On va voir de quoi l'on parle. Et comme ça, nos intervenants pourront intégrer un peu vos questions dans leurs interventions. Si ça vous convient à tout le monde, parfait. Alors, je me présente rapidement, Guillaume Serre, je suis consultant, j'ai une structure qui s'appelle Interaction Durable, je travaille sur la démarche de transition dans les territoires. J'ai eu le plaisir, et j'ai le plaisir de travailler avec Orbimob, notamment dans l'analyse des grands objectifs d'Orbimob et des enjeux de mobilité au regard des objectifs de développement durable de l'ONU, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé avec des collectivités territoriales. Et il se trouve que j'ai un passé de banquier dans une banque qui finançait les collectivités territoriales et que par ailleurs j'audite aussi des fonds d'investissement pour leur donner le label ISR ou Greenfin de l'État français. Donc ce sont des fonds qui investissent parfois dans des startups ou dans des entreprises d'une taille un peu plus importante pour financer leur développement, y compris dans le secteur de la mobilité. Donc c'est un champ à ne pas négliger, certainement, quand on parle de financement. Avant de laisser chacun d'entre vous vous présenter, on a peut-être Monsieur Soulage également qui va nous rejoindre à l'écran. Quelques réflexions sur ces questions de financement. De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités territoriales aux différents échelons? Est-ce qu'on parle des besoins de financement des entreprises, mais n'oublions pas les associations et les acteurs, plus généralement les structures à but non lucratif? N'oublions pas la recherche, le fameux triptyque que Patrick met en avant très fortement depuis hier matin, avec un enjeu que tous ces acteurs coopèrent bien dans les territoires pour faire émerger les solutions, et y compris aller chercher des solutions de financement que l'on laisse peut-être de côté. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de grandes ressources, de ressources fiscales? On a parlé hier du versement mobilité qui fait débat. Parle-t-on des ressources qui viennent des clients ou des usagers, des transports en commun ou des transports en général, les péages d'autoroute? Parle-t-on de financement des investissements ou du fonctionnement? Il y a eu des interventions intéressante hier des élus. J'ai en tête les chiffres sur la région Aura avec, je crois, annuellement 1,3 milliard en fonctionnement et 300 millions en investissement, ce qui pose bien un certain nombre de problématiques. On a entendu le maire de Murol parler du déploiement des bornes, du réseau de bornes de recharge électrique, réseau public, 3,5 millions d'euros d'investissement, et derrière un déficit chronique qui est financé par les communes d'implantation, là encore, distinction investissement et déficit en fonctionnement. On peut penser, quand on parle de financement, aux questions de subventions et d'autres dispositifs d'aide accessibles pour les collectivités, pour les associations, pour les entreprises. Et pour les entreprises, on peut aussi penser à l'investissement, au fait d'aller chercher des investisseurs pour développer l'activité, faire croître l'entreprise, monter au capital pour soutenir des startups ou des entreprises qui ont déjà prouvé l'efficacité de leurs propositions.
Quand l'on balaye un petit peu les choses, quelques chiffres, sur le portail public des dispositifs d'aide territoire avec France Mobilité, on trouve 437 dispositifs d'aide sur les questions de mobilité, sur différentes thématiques, de la connaissance de la mobilité à la mobilité fluviale, donc au fret, à la logistique, à la mobilité des personnes, par une grande diversité d'acteurs, l'ADEME, l'ANCT, les agences d'urbanisme, les banques, la Banque des Territoires, la BEI, la BPI, les organismes consulaires, j'en passe, les ministères, les services déconcentrés de l'État, dans de nombreux dispositifs, le PAI 4, Avenir Montagne, France Ruralité, les programmes européens pour le niveau international. Voilà des dispositifs d'aide. Ensuite, il y a une logique potentiellement d'investissement. Et là, l'Observatoire des startups françaises nous dit qu'en 2024, le secteur des transports a levé 1,2 milliard d'euros. Les startups ont levé 1,2 milliard d'euros auprès de différents acteurs. En premier lieu, BPI France et EIT Urban Mobility, cofinancés par l'Union européenne. Et on trouve de nombreux cas de sociétés, je pense à WeTrade Local, lié à une entreprise parisienne qui s'appelle Fleur d'ici, qui réfléchit à la logistique pour tout un tas de produits, qui a levé 5,5 millions d'euros auprès de BBI France, BNP Paribas Développement, Calian Group. Là, on est plutôt au niveau du capital risque, du venture capital qui a été évoqué tout à l'heure. Et si on va à l'échelon au-dessus, on a le capital investissement. Et là, des fonds d'investissement que j'audite, Meridiam, Amundi, investissent dans des sociétés qui développent des solutions en matière de mobilité des personnes. Donc, c'est tout ceci pour poser un peu la problématique. Comment va-t-on plus loin en matière de financement? Et nous avons la chance d'avoir 5 intervenants avec nous, y compris Monsieur Soulage à distance. Donc je vais proposer aux 5 intervenants de se présenter et de nous dire en une phrase qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous présenter dans la suite de cette session. Et vous laisser la possibilité de poser des questions directement que les intervenants essaieront de prendre en compte. Donc peut-être Monsieur Soulage à distance pour commencer, du GART. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci de ça. Je suis désolé de ne pas être avec vous, mais j'ai une interdiction de conduire pour quelques semaines. J'ai une petite intervention, mais je ne peux pas maîtriser un volant, en tout cas pas dans les conditions de sécurité du code de la route. Donc, je ne suis pas avec vous. Aujourd'hui, je remercie Patrick et toute l'équipe de leur invitation. Donc, j'ai un passé local, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été pendant 10 ans vice-président de la région Rhône-Alpes, en charge des transports et premier vice-président. Et je suis, à ce titre, j'ai siégé au GART. Et ensuite, ils m'ont demandé de présider le conseil scientifique du GART. Et j'ai été aussi parlementaire européen en charge notamment de ces questions de transport. Voilà ce qui m'amène ici. Je suis à Grenoble. Donc je continue de résider dans la région. Merci pour votre présence. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase ce que vous allez pouvoir nous présenter au public? Je pense qu'il faut réfléchir à essayer d'adapter tous les mécanismes que l'on connaît. On y a beaucoup travaillé au GART ou d'autres à la demande qui est le caractéristique d'Ornimob, qui est d'essayer de focaliser ça sur un territoire où il y a beaucoup de rural, de périurbain, enfin, des approches assez différentes de ce qu'on a d'habitude. Et donc, c'est là-dessus que j'essaierai de mettre l'accent et donc, du coup, de trouver des solutions un peu nouvelles. Merci bien. Alors, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous François Aubert de l'IAE de Clermont-Auvergne, School of Management. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, François Aubert, je suis professeur des universités en comptabilité donc à l'IAE Clermont-Auvergne School of Management. Donc, l'université Clermont-Auvergne, et je suis dans le même laboratoire en fait que les enseignants de Clermont School of Business. J'enseigne également les finances locales à l'IADT. Et puis, à titre privé, j'organise des formations pour les élus locaux et je réalise des audits donc, pour les collectivités. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu des différents programmes de financement, notamment en investissement,
pour les collectivités, pour le financement de la mobilité, et puis également un point un petit peu plus original, qui est le développement du mécénat au travers la constitution de fondations dites territoriales qui commencent à voir un petit peu le jour dans les différents départements. Voilà, je vous remercie. Donc, bonjour à tout le monde. Merci Guillaume encore et l'équipe d'Orbimeuble, donc ma collègue Florence Puiseux, monsieur Patrick Oliva, donc de m'avoir permis d'être là. Donc je me présente, donc je suis Louti Amin, comme l'a dit mon collègue, donc je suis enseignant-chercheur à la Clermont School of Business. Donc moi, ma première casquette, c'est j'ai un doctorat en finance de marché à la base. Sauf qu'au fait, je complète cette casquette-là, on va dire, par une autre casquette de data science. Donc, je suis certifié data scientist, pour le coup. Et c'est avec cette casquette-là, pardon, en fait, que j'interviens ici. Donc, moi, on va dire, l'objectif, ça va être un peu très simple, au fait, c'est de proposer un projet de recherche, au fait, tout simplement, avec comme finalité, au fait, finalement, de développer peut-être un outil, au fait, finalement, d'aide à l'évaluation de projets. Parce qu'on parle de financement, mais pour financer, il y a des critères. Des critères qui sont de plein d'acteurs différents, donc qui ne se recoupent pas toujours. L'idée, c'est de trouver peut-être des standards, en fait, quelque part, et d'avoir un minimum de critères. Comme on n'en dispose pas aujourd'hui, du coup, d'où la nécessité de faire de la recherche. Donc, il fallait bien les chercher et les construire. Voilà pour moi. C'est pas une phrase, mais... Merci. Bonjour, je m'appelle Ludovic Mercier, je suis directeur territorial pour la Banque des Territoires pour l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Donc la Banque des Territoires, c'est la banque de financement et d'investissement de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, dans son plan stratégique, s'est fixé comme objectif de favoriser la transformation écologique de notre pays, mais également les cohésions sociales et territoriales. Et quand on parle de transformation écologique, on peut penser habitat, mais les transports font partie de cette transformation écologique. Et donc, on finance, à la demande d'acteurs publics ou d'acteurs privés, des projets de mobilité durable. Et donc, pour l'instant, on finance plutôt des gros projets, mais on n'a rien contre en financer des petits, plus locaux, plus locaux dans leur dimension. Voilà. Et Benoît Beldaillé, je suis déjà intervenu, donc je suis consultant indépendant. Là, j'interviens juste en tant que ayant déjà mis les mains dans le cambouis. J'ai notamment, alors, dans ma précédente vie, j'étais chez Michelin, j'ai emmené notamment un projet qui s'appelait Wizamo, c'était des grandes ailes gonflables pour des cargos, et à ce titre, j'ai dû aller chercher des financements, et j'avais un board, en fait, donc des actionnaires là-dedans. Et donc moi, mon but, ça va être d'expliquer en fait qu'un projet, ça a une vie, qu'il y a des endroits où on va aller chercher de l'argent d'amorçage, mais ensuite que le sponsor, il va peut-être changer au cours du temps. Et puis même, eh bien, par exemple, ce projet, à un moment, s'est demandé est-ce qu'il va quitter Michelin, etc. Donc comment on passe la main d'un sponsor à un autre. Et puis au moment où on lâche le projet, ben, ah mince, on devrait peut-être le garder. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est qu'il y a une vie, une succession de sponsors et du coup une succession d'endroits où aller chercher de l'argent. Mais en tout cas, même dès le départ, si on n'a pas la vision globale de ce chemin, on n'arrive pas à créer l'envie. Parce que sinon, on se dit que le machin va être tout le temps biberonné avec de l'argent public. Donc comment, dès le départ, on arrive à se dire « Waouh, même mon asso, elle va devenir un jour une scope ». Et comment mon projet, où je vous demande de l'argent, du free cash, enfin, même pas un prêt, un don, eh bien, par contre, vous allez me donner ça parce que, en fait, dans 2 ans, je vais être rentable. Voilà. Donc, comment on amène toute cette vision avec une succession de sponsors et à différents niveaux, et on aura un schéma. Merci à chacun d'entre vous pour cette introduction. Je vais peut-être vous laisser vous rasseoir pour éviter que vous soyez debout tout du long. Je vous propose de prendre des questions. Alors, c'est peut-être original de prendre des questions avant les interventions, mais peut-être des interrogations, des besoins, des attentes quand on parle de ces solutions de financement. Merci Louise.
Solutions de financement, comment aller plus loin, quels sont les freins auxquels vous faites face dans vos organisations respectives. Prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, au fond, je vois une personne. Merci. Donc, Odile Proust de FIGEACTEUR, pôle de coopération territoriale économique dans le Lot et l'Aveyron. Et donc, moi, j'ai une question sur le financement d'innovation. Alors, on peut l'appeler social, l'ingénierie sociale, tout ce qui est l'accompagnement au changement de comportement. On l'a évoqué par petites touches depuis hier, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément primordial. Si je donne quelques exemples, c'est comment on permet à des seniors ou personnes, on a dit âgées, isolées, de penser qu'elles ont le droit de se déplacer. Je pense que ce n'est pas juste des solutions techniques. C'est aujourd'hui, il y a des bons taxis qu'elles n'utilisent pas, ces personnes, parce qu'on n'ose pas demander. Comment on aide des citoyens. On a parlé hier des collégiens qui sont dans des démarches participatives pour faire eux-mêmes le diagnostic de mobilité et ils trouvent des solutions. Et donc ça, c'est du temps que nous, on met sur le terrain. Mais comment ce temps il est financé, que ce soit par les entreprises, les collectivités, les départements qui ont compétence sur les personnes âgées, par exemple. Donc, financement public ou privé. Et je donne un dernier exemple sur les salariés. On a parlé du vélo, mais plus globalement, les salariés ne changent pas de comportement si ce n'est pas une politique d'entreprise, on l'a entendu. Mais du coup, ça ne se fait pas juste en disant « tiens, on vous donne des vélos, tiens, on vous donne une plateforme de covoiturage ». Donc moi, ma question est vraiment ce financement de l'ingénierie sociale. Merci, très intéressant. Effectivement, je citais les associations et le but non lucratif. Il n'y a pas que des innovations technologiques, il y a aussi des innovations sociales. D'autres attentes de la part de... Oui, Patrick. Voilà, je pense que je les avais déjà un petit peu exprimés là dans le cahier des charges, un petit peu de notre... Moi, j'ai deux registres de demandes. Premier, c'est vraiment l'aide au financement de projets novateurs. On en a présenté 3 tout à l'heure, très novateurs. À partir d'un travail universitaire ayant déjà démontré globalement sa fiabilité, comment on amorce avec un écosystème adéquat la pré-industrialisation et ensuite possiblement l'industrialisation. Ça, c'est vraiment un point important. Mais ça, c'est peut-être relativement classique comme approche. Peut-être moins classique, c'est de se dire, nous avons cette ambition sur un territoire comme le Massif central de développer une stratégie multidimensionnaire sur l'ensemble des modes qui sont en activité, avec justement des innovations, mais aussi le renforcement de choses qui existent déjà. Comment peut-on imaginer que nous exercions une séduction relativement à ce plan, en disant ce plan, non seulement il pourra demain s'appliquer au Massif central, mais s'appliquer à d'autres territoires mondiaux, et essayer d'aller de ce fait chercher des fonds mondiaux, alors qu'ils soient européens ou au contraire complètement internationaux, comme les mondiaux, bien évidemment. Je pense à des organismes de Washington ou des choses comme ça, qui souvent se plaignent pour dire « nous avons de l'argent, mais nous ne trouvons pas de projets de mobilité suffisamment ambitieux pour que nous puissions nous y intéresser ». Merci de compléter le cahier des charges. N'hésitez pas, des interrogations, des attentes sur le sujet que nous traitons. On prendra d'autres questions un peu plus tard, si besoin. Oui. Juste Patrick, tu parlais d'ambition. C'est quoi ce qu'on appelle un projet ambitieux? C'est une question de périmètre, c'est une question de densité, de durée? Peut-être que Amine, avec les critères de définition des projets, pourra... Ambitieux pour moi, c'est d'abord et avant tout une vision démographique. Ce projet peut s'appliquer à combien de milliards de gens dans le monde? Premier critère. Milliards. Oui, parce que je pense qu'on est là. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Deuxièmement, c'est effectivement sur des projets ambitieux. Comment dépasse-t-on? Alors j'évoquais tout à l'heure un projet à 1 million qu'on n'a pas pu aligner, c'est quand même effrayant récemment, mais jusqu'à des projets effectivement de quelques dizaines, centaines de millions, voilà, pour initier un certain nombre de développements. Et avec la perspective de se dire, je ne suis pas là simplement en train de regarder une petite start-up, je suis content, ça va rester petit. Non, c'est avec une perspective pré-industrielle et industrielle. Voilà. C'est-à-dire il faut que ça se développe. Chose que nous n'avons pas bien su faire sur le territoire depuis quelques dizaines d'années.
Oui, je vois que nous avons une autre question ou attente. Merci. Oui, moi, aussi une petite interrogation, parce qu'on parle de compétitivité économique, mais compétitivité, ça veut dire qu'on a une référence. Donc, en fait, la référence, c'est les solutions qui existent et qui, en général, sont moins chères que les solutions innovantes pour plusieurs raisons. Il y a des raisons de dépendance au chemin, d'historique, mais il y a aussi des raisons de non prise en compte des coûts des externalités négatives. Et donc, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi des moyens de rééquilibrer la compétitivité de ces solutions plus vertueuses, plutôt que de chercher à les rendre plus compétitives en abaissant leurs coûts? Est-ce qu'on ne peut pas faire supporter les coûts des externalités négatives aux solutions polluantes? Très intéressant. Bien, je vous propose d'ouvrir le temps d'intervention donc, de nos 5 intervenants, avec une dizaine de minutes par personne. On va commencer par Bernard Soulages, qui a une contrainte un peu plus tard. Si, Monsieur Soulages, vous nous entendez bien. Parfait. Donc, est-ce que vous avez bien entendu les questionnements qui venaient de la salle, qui peuvent peut-être orienter ou vous orienter vers certains apports complémentaires? Merci. Merci. Écoutez, je vais essayer de tenir à la fois les 10 minutes, ça ne sera pas un problème, et d'être à peu près intéressant et dans votre site, même si je n'ai pas pu participer aux autres travaux, ce qui évidemment me rend, par exemple, Patrick, tu disais, on a évoqué 3 projets tout à l'heure, mais je ne les ai pas entendus. Mais ce n'est pas très grave. On a déjà échangé. Voilà. Moi, j'essaye, alors je l'ai dit tout à l'heure, de me situer dans un périmètre qui est le vôtre, qui est celui du Massif central, qui n'est pas celui d'une région, et qui même, à certains égards, déborde d'une région. Donc ça pose, dès le départ, un peu un problème institutionnel, je dirais, par rapport à ce qui est classique, qui résulte, par exemple, en France, de la loi NOTRe sur la hiérarchisation des compétences en matière de transport. On a là affaire à quelque chose d'un peu différent. Ensuite, on a affaire à une chose qui commence vraiment à prendre en compte, et Patrick, qui est membre du conseil scientifique du GART, assistait à notre dernière réunion lundi. On voit bien qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'intermodalité, l'ensemble des modes, et pas simplement les modes lourds ou les modes réservés à l'urbain ou aux grandes agglomérations. Et c'est à ça que je veux évidemment me consacrer un peu. Mais je voudrais donner 2 grands messages. D'abord, d'expérience, et qui me paraissent absolument centraux pour réfléchir. Je vous écoutais et j'étais frappé du fait que ma première réaction, c'est de se dire, c'est encore et toujours des projets nouveaux avec de l'investissement ou des financements pour se lancer, et on ne sait pas comment ça va continuer. Nous le répétons et je le répète, aujourd'hui, on sait financer de l'investissement en matière de transport beaucoup plus facilement que du fonctionnement. Donc, il faut toujours se poser la question de comment la nouvelle procédure que je vais lancer, qu'elle soit lourde ou qu'elle ne soit pas lourde, comment elle sera pérenne, avec quel fonctionnement elle va durer. Vous donniez l'exemple tout à l'heure des bornes électriques, mais c'est vrai pour tous les domaines. Aujourd'hui, si vous voulez relancer du ferroviaire à partir d'une région, ce n'est pas le problème de l'investissement, c'est qu'un train, pour une région, ça coûte une fortune, et le R sur D, donc recette sur dépense, ça atteint 15, 20, 25% au mieux. Donc, vous avez un trou considérable en fonctionnement. Donc, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que pour traiter des questions comme celles que vous voulez traiter aujourd'hui, il faut sortir des sentiers battus en matière institutionnelle. Et donc, mon sentiment, pour essayer de réfléchir un peu à ce que vous dites, et ce que vous avez avancé, premièrement, c'est, je vais partir du macro au plus fin, il faut quand même intégrer la dimension européenne. C'est une dimension que j'ai bien connue, puisque j'ai été en charge des fonds européens à la région Rhône-Alpes, et puis également beaucoup suivi ça à Bruxelles, en tenant compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les fonds européens ne sont jamais pérennes, mais on peut quand même les inscrire sur des durées de 7 ans, et donc on a là des moyens, et on arrive à mettre des moyens sur la durée d'un contrat européen, de fonds européens, sur 7 ans. De plus en plus,
L'Europe accepte de prendre en compte les questions de mobilité. Au départ, elle ne l'était pas trop volontaire, à part les systèmes très lourds au nom de la subsidiarité, ce qui peut se comprendre. Mais aujourd'hui, elle l'accepte beaucoup mieux. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience. Et évidemment, au nom du rééquilibrage régional, un périmètre comme celui du Massif central est largement prioritaire dans les désignations. Et d'ailleurs, dans une vie antérieure, si j'ose dire, j'ai beaucoup travaillé avec votre ancien président de région, Souchon, sur cette question pour essayer de porter cela au niveau du Massif central. Donc il y a une vraie dimension européenne, d'autant plus que vous serez sur l'innovation, et comme en parlait cette personne tout à l'heure, on peut même imaginer qu'il y ait ce qu'on appelle de la médiation, c'est-à-dire pas simplement de l'investissement ou du fonctionnement dans les choses ou dans les produits, mais aussi de l'accompagnement pour faire connaître, pour permettre que tout ceci soit bien mis en place. C'est une première dimension très importante. La deuxième dimension, elle est pour moi au niveau des collectivités territoriales. Et là, je le confesse, ayant été un des pères de la loi NOTRe, je pense que nous avons fait une petite erreur, voire une grosse, sur le rôle des uns et des autres en matière de transport, puisque nous avons pratiquement tout reporté sur les régions, alors même que quelques mois après, il y avait encore un élargissement des régions. Moyennant quoi, on se retrouve avec des régions qui sont certes compétentes sur le ferroviaire, sur les liaisons interurbaines, mais qui sont extrêmement éloignées de territoires comme les vôtres et qui ont beaucoup de mal à les peser. L'État essayait de le poser à travers les commissariats de massif, mais comme moi, vous constatez qu'il est totalement impécunieux et que tout ceci, si je ne vais pas être méchant, mais enfin, il n'y a pas de moyens derrière. Donc, malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui, à ces niveaux-là, qui étaient théoriquement les niveaux opérationnels, de réelle capacité à mettre les choses en place. Et du coup, moi, j'insiste, notamment dans un secteur comme le vôtre, mais je l'ai fait aussi en Ardèche, par exemple, j'insiste sur le rôle assez bizarre des départements possibles dans ces affaires. Ça a été évoqué tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, les départements, ils ont les routes, et que dans beaucoup d'endroits, ça passera par les routes et pas par les transports ferroviaires ou ferrés. Ce sera bien sûr les routes qui seront le support. Et puis aussi, surtout pour les publics visés. Les départements connaissent ça par cœur. J'avais proposé à Elisabeth Borne, quand elle était ministre des Transports, avec le président du conseil départemental de l'Ardèche, de faire une expérimentation parce qu'il y a déjà des outils qui permettent de connaître les gens qui sont loin des centres-villes, les gens qui sont handicapés, qui ont du mal. Tout ça, c'est les départements qui les connaissent. Et il y a même souvent des plateformes qui les connaissent, qui les mettent en relation. Et donc, il y a certainement, de ce point de vue-là, un rôle très important pour ce qu'on appelle tous les publics éloignés de la mobilité durable. Mais évidemment, en rapport avec les communautés de communes, qui sont les grands oubliés de la loi NOTRe, surtout quand elles ont délégué aux régions, beaucoup s'en mordent les doigts d'ailleurs, les communautés de communes qui ont une compétence aussi de voirie tout à fait possible. Vous êtes dans des secteurs massifs central où il y a par exemple des voies ferrées déferrées qui peuvent être tout à fait utiles, et puis il y a toutes les plateformes possibles de covoiturage, d'autopartage, de lancement d'innovation. Donc je crois qu'il faut intégrer ça, et j'insiste beaucoup là-dessus. Je n'ai plus aucune capacité à peser auprès de la région, de votre région pour ça, mais je pense que c'est très important de se dire que les solutions sont plutôt vers le bas en termes institutionnels. Troisième dimension, évidemment, quelle part pour les entreprises, mais ça sera distingué, même si c'est le même secteur, et les institutions financières. Bon, pour ce qui est des entreprises, vous le savez sans doute, mais beaucoup d'entre elles payent un versement mobilité, pas toutes, parce que toutes celles qui ne sont pas qui sont en dessous de 11 salariés et qui ne sont pas dans des périmètres aujourd'hui, mais ça va changer avec le VM régional, mais en gros, quand même, un très grand nombre d'entreprises payent un versement mobilité. C'est une ressource qui aujourd'hui est plafonnée, qui est gérée au fond par l'État, qui dit voilà ce que vous avez le droit de demander et pas plus. Moi, je plaide, et ça va évidemment dans le sens de ce que je viens de dire, pour qu'il y ait une très grande décentralisation. Je l'ai évoqué l'autre jour, Patrick y reviendra peut-être même si je suis parti. Je pense qu'il faut rentrer avec les entreprises, quelles qu'elles soient,
dans une logique contractuelle et où ce sont les acteurs locaux qui discutent et qui s'entendent entre eux sur qu'est-ce qu'on demande comme effort financier aux entreprises à travers le VM ou à travers d'autres choses. Et en contrepartie, quelle est l'offre publique ou semi-publique, quelles sont les démarches mises en œuvre. Des contrats de mobilité locaux appuyés sur une vraie décentralisation du versement mobilité me paraissent vraiment quelque chose qui permettrait d'être beaucoup plus efficace. Et nous étions frappés dans nos études, puisque nous étudions aussi tout ce qui concerne la mobilité employeur aujourd'hui, nous étions très frappés du fait que les entreprises aujourd'hui sont peu motivées à mettre des politiques en matière de mobilité professionnelle, soit de domicile-travail, soit de déplacement professionnel. Elles ont l'impression, quand elles le payent, qu'avec le versement mobilité ou avec le forfait mobilité durable, elles ont fait le job. Or nous, ce que nous souhaitons, c'est des politiques globales qui ne soient pas seulement sur le financier. Et puis, vous l'avez évoqué, il y a aussi les institutions financières. Je retrouve ma difficulté de départ. Je connais par cœur la Banque des Territoires, avec laquelle nous travaillons évidemment, et qui est partenaire d'une ONG que j'anime par ailleurs, qui s'appelle Climate Change, et puis le groupe Caisse des dépôts. Ils font de très beau travail, pas assez sur la mobilité, hein, je l'ai souvent évoqué avec l'ancien DG, aujourd'hui ministre, mais avec ce petit risque d'être c'est plus facile pour eux de financer de l'investissement que du financement. Donc je pense que c'est très utile qu'ils interviennent. Et moi je suis heureux qu'il y ait un représentant de la Banque des Territoires qui dise on est prêt à faire plus pour la mobilité, mais il faut s'assurer absolument derrière qu'il y a une pérennité du fonctionnement, et c'est pour ça que mon point précédent est important, parce que en termes de versement mobilité, en termes de participation des entreprises, ça, c'est du financement pérenne qu'il est possible de mettre en œuvre. Voilà, dans le temps que vous m'aviez imparti, les quelques réflexions que je voulais faire, qui, je l'espère, sont utiles dans votre périmètre. Merci bien. Je réagis justement sur l'avant-dernier point pour bien comprendre une question de Béotien. Le versement mobilité, ça va financer les investissements ou le fonctionnement? Non, fonctionnement. Enfin, pour eux, ça va au budget de l'autorité organisatrice. Oui. Donc les deux. Oui. Et sur le volet fonctionnement... Il faut que vous mesuriez que dans la moyenne des entreprises en France, dans la moyenne des autorités organisatrices, ça représente absolument au minimum 30 à 40%, et ça peut atteindre jusqu'à 60-70% des recettes de l'autorité organisatrice. Je fais juste une parenthèse, mais c'est important. Donc, il y a deux cas de gratuité des transports très connus en France. Le premier qui a été Dunkerque, et le deuxième qui est Montpellier. Le premier Dunkerque, le R sur D, donc recette sur dépenses, était de l'ordre de 10%. Donc, mettre la gratuité, c'était très faible. Ça n'enlevait pas beaucoup de ressources. Et par ailleurs, le VM était très élevé, parce que vous connaissez Dunkerque, c'est évidemment très industriel. Donc voilà, mais c'est une recette globale. Et en creux, il y a donc les autres leviers qui sont le financement par la tarification auprès des usagers, ou peut-être une péréquation avec les autres usagers, les concessions d'autoroute, ou alors les pollueurs, entre guillemets. Les concessions d'autoroute, moi je n'ai pas voulu rentrer dedans, parce que évidemment, comme je l'ai dit récemment dans la conférence que je faisais j'animais la semaine dernière une conférence à Paris avec l'ancien ministre Bussereau, qui a présidé la fameuse conférence Ambition France Transport, et qui a terminé au mois de juillet. Il y a un éléphant au milieu de la pièce, mais commence à bouger, on commence à lui enlever les cornes, c'est le système autoroutier français. Ça représente un enjeu à minima de 3 milliards d'euros pour les caisses publiques, et si on garde les péages au niveau actuel, et dans une autre optique, 8 milliards d'euros par an. Alors, c'est plutôt vu comme un levier pour l'investissement, hein, mais c'est des sommes tout à fait considérables. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions pour Monsieur Soulage? Oui, je vois une question là-bas. Merci beaucoup, Louise. Oui, une remarque, mais je vous en prie. C'est une remarque parce que ce que je viens d'entendre est complètement à l'opposé de ce que disait Claude Vincent, représentant du MEDEF,
qui déjà considèrent que les entreprises paient beaucoup trop pour les transports sans avoir leur mot à dire. Il n'y a pas de doute que ce soit un sujet fort débattu. Et je pense qu'il y avait la question aussi du fait que les salariés soient bénéficiaires des réseaux de transport qui sont financés par ces versements mobilité et de l'association des entreprises à la conception des réseaux de transport en commun, ce qui rendrait le versement mobilité peut-être plus accepté et acceptable. D'autres réactions avant de passer à nos autres intervenants? Juste un mot, je ne comprends pas du tout pourquoi ça serait orthogonal. C'est exactement ce que j'ai dit, hein. Moi, je suis pour une démarche contractuelle avec les entreprises et les mettre autour de la table, autour d'un contrat de mobilité locale. C'est l'inverse. Au contraire, je suis absolument d'accord sur le fait que pour l'instant, ils ne sont pas assez impliqués. Parfois de leur fait, hein, ils nous disent nous, on a fait notre job, on a payé, donc on a d'autres priorités. Très honnêtement, dans toutes nos enquêtes, on a eu ça, mais d'autres aussi parce qu'on n'a pas créé les instances locales qui permettent de les associer, hein. Donc je suis absolument d'accord avec ça. Au contraire, c'est absolument ça qu'il faut faire. Merci. D'autres réactions ou on passe à l'intervention suivante? Merci, Monsieur Soulages. Je sais que vous avez Non, mais je vais rester encore quelques minutes avec vous jusqu'à 17h, puisque j'enchaîne sur autre chose à 17h. Merci de vous être rendu disponible. On va passer la parole à François Aubert, s'il te plaît, pour la suite de l'intervention. Tiens, si tu veux. Écoutez, merci infiniment pour cette invitation et puis ce petit temps d'échange. Donc effectivement, l'idée, c'était d'évoquer la question des collectivités. Alors aujourd'hui, dans un environnement national qui est naturellement perturbé en raison on va dire, de la situation des finances publiques, donc il existe effectivement aujourd'hui un certain nombre de dispositifs à travers du fonds vert qui est de l'ordre d'un petit peu plus d'1 milliard d'euros et qui vise à financer via le ministère des Transports et le ministère de l'Écologie tout un tas de dispositifs pour du covoiturage, l'installation par exemple en zone rurale de bus à la demande, etc. Donc de financement, on va dire, qui peuvent être aidés aussi bien sur le fonctionnement que l'investissement. Concernant on va dire maintenant les projets d'équipement, alors à travers la DETR, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux qui sont pour les plus petites communes ou les intercommunalités de plus petite taille, on a aujourd'hui 12 critères qui rendent les projets éligibles, dont les critères mobilité. C'est typiquement un critère qui est inscrit dans la liste d'éligibilité. Nous avons pour les plus grandes communes, là aussi pour l'investissement, la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local. Et sur les 6 critères qui sont définis par le Code général des collectivités territoriales, il y a l'investissement dans les infrastructures de mobilité douce. Donc effectivement, il existe aujourd'hui un certain nombre de leviers pour inciter les collectivités, donc qui sont organisatrices de ce genre d'opérations, à déposer des demandes pour effectivement financer l'investissement. Sauf que naturellement, l'enjeu aujourd'hui, c'est enfin à mon avis, hein, là c'est un avis personnel, c'est la situation des finances publiques qui fait qu'à l'avenir, les opérateurs de l'État, mais également les collectivités territoriales, qui représentent, allez, on va dire au bas mot, 30% des dépenses publiques, vont voir nécessairement le soutien diminuer. Puisque naturellement, ça peut être des baisses en fonctionnement, des dépenses, des soutiens à l'investissement qui diminuent, mais par voie de conséquence, les organismes cofinanceurs, qui peuvent être effectivement les régions, mais également les départements, mécaniquement, leur capacité à verser des dépenses d'investissement risque de diminuer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai évoqué l'aspect du mécénat, parce que je pense que c'est une piste qui peut être à l'avenir envisagée de manière intéressante pour la question de la mobilité, qui est déjà utilisée dans d'autres secteurs, notamment sur le plan patrimonial.
puisqu'aujourd'hui, alors notamment la plus grande fondation territoriale, c'est celle de Bordeaux, où la ville et la métropole ont réussi à mobiliser les acteurs privés pour contribuer en fait au financement du patrimoine de Bordeaux. Alors, on parle de la dette en ce moment, qui est un sujet brûlant. Il y a quelques années, les charges d'intérêt, c'était, je travaille sous votre contrôle, c'était un petit peu plus de 20 milliards d'euros. Cette année, on va s'approcher des 55 milliards d'euros. Et la Cour des comptes estime qu'en 2029, la charge de la dette sera entre 110 et 120 milliards d'euros. Ce qui veut dire que mécaniquement, même si des recettes nouvelles sont trouvées, pour maintenir un niveau de déficit qui soit acceptable en France et au niveau européen, il faut s'attendre à une diminution du soutien de l'État. Donc aujourd'hui, en période préélectorale, il y a un certain nombre aujourd'hui de collectivités qui souhaitent s'engager dans la création de fondations territoriales pour soutenir justement des actions de mobilité. Et vous parliez tout à l'heure de projets, on va dire, ambitieux qui puissent relier des nombres importants d'acteurs. Effectivement, on peut associer des collectivités, on peut associer les grandes entreprises, on peut associer les particuliers. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a quand même pour les partenaires privés un avantage fiscal qui est non nul, puisque les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ont un abattement, enfin une réduction d'impôt de 60%. Et tout à l'heure, vous parliez des comment mobiliser les fonds américains. Alors moi, je m'occupe un petit peu de la fondation de l'université. On a réussi à attirer en fait entre guillemets des fonds étrangers via des filiales qui sont installées en France. C'est-à-dire que le critère, en fait, c'était de pouvoir donner aux financeurs la possibilité de bénéficier de la réduction d'impôt. Et comme ces grandes structures avaient des filiales qui étaient immatriculées en France, on a réussi à les convaincre de venir finalement soutenir leurs structures nationales qui nous ont permis en fait de récolter des fonds pour bénéficier de l'avantage fiscal. Donc, je pense que ça peut être à l'avenir en associant, par exemple, comme dans les grands syndicats, des régions, départements, métropoles, communes, mais également toutes les grandes entreprises, avoir autour de la table un certain nombre d'acteurs qui sont guidés vers un seul et même but. Ben, finalement, c'est le développement de la mobilité et la facilité finalement pour les usagers l'utilisation de ces mobilités douces. Je pense que ça peut être un moyen où effectivement on va pallier un certain nombre de baisses de recettes qui peuvent être un frein au développement de ce genre de projets qui sont naturellement utiles. Voilà. Merci. Un des premiers points sur le fonds vert, vu les exemples que tu as donnés, covoiturage, bus à la demande, peut-être qu'il y a des innovations sociales. Madame posait une question sur l'ingénierie sociale, l'innovation sociale, peut-être même derrière une finalité sociale avec un bénéfice environnemental. Est-ce que le fonds vert pourrait peut-être... Oui, alors le fonds vert, il a différents tiroirs en fait, parce qu'il va financer de la réhabilitation de bâtiments pour les isoler. Mais de mémoire, sur la partie développement, par exemple, de tout ce qui est vélo, le fonds a été doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup, mais effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand on compare 50 millions à 1 milliard pour l'intégralité du fonds, on a l'impression finalement qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est tel en termes de volumétrie monétaire que si on n'arrive pas à associer les secteurs privés et le public via des incitations très fortes, effectivement, un certain nombre de projets ne pourra évidemment pas voir le jour. Donc je pense que c'est avant tout les mécanismes incitatifs qui vont nous donner la volonté d'avancer. Et puis je pense que l'avantage du mécénat, c'est qu'on est sur des régimes de fonds dédiés. Donc quelque part, plutôt que de financer de l'impôt, où on a aujourd'hui, on le voit bien, un consentement à l'impôt qui diminue
dans le sens où vous parliez d'efficacité quelque part de la dépense. On a l'impression de financer le tonneau des Danaïdes, alors qu'à travers une fondation, on aurait des fonds ciblés. Et donc finalement, ça permettrait de rapprocher le financeur de l'utilisation des fonds. Et quelque part, on serait assuré de la bonne utilisation des crédits pour les actions qui sont soutenues. Voilà, donc je pense que ça pourrait être une piste intéressante et qui, à mon avis, n'est pas assez aujourd'hui utilisée au niveau national. Dans l'exemple de Bordeaux, par exemple, ville métropole, donc c'était des grandes entreprises qui, oui, avec une logique de défiscalisation, au-delà de rechercher à soutenir tel ou tel projet territoriaux. Il y avait aussi des particuliers qui... Oui, il y a des particuliers. Alors, bon, l'avantage de Bordeaux, c'est que c'est une ville riche, donc il y a énormément de redevables à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Et les réductions d'impôts à l'IFI sont de 75% dans la limite de 50 000 €. Donc, ils ont pu bénéficier au titre de cette réduction de financement assez important. Il y a également la ville de Cannes qui a mis en place une fondation territoriale qui est abritée par la Fondation de France et qui a mis en place effectivement un volet qui est dédié à la mobilité. Alors c'est tout nouveau, je suis allé regarder, c'est tout récent, ça date de 2025 et donc les actions devaient être, je pense, enclenchées après les élections de 2026. Mais c'est une très belle initiative. Quel type d'action sur la mobilité ? Pour l'instant, ça reste très général. Ils ont simplement donné les indications, mais je n'ai pas d'action particulière. En tout cas, c'est une volonté de la mairie de Cannes que de se lancer dans ce genre de projet. Très bien, merci. Voilà. Des réactions, bien sûr, merci. Dans la salle. Merci bien. Patrick ? Merci beaucoup pour cette question. J'ai une question. Si nous devions nous lancer dans l'aventure de l'étude d'une telle fondation, oui, quel process devrions-nous suivre ? Qu'est-ce que vous suggéreriez ? Au niveau, vous voulez dire administratif ? Oui, administratif, implication d'un consortium, enfin voilà. Alors je pense que par définition, la création d'une fondation de ce type-là prendrait la forme d'un consortium. Après, il y a deux possibilités. Il faut trouver aujourd'hui une fondation abritante qui puisse héberger une fondation abritée. Donc comme, si je ne dis pas de bêtises avec mon collègue, la fondation de l'école de commerce de Clermont est une fondation qui est abritée par la Fondation de France. D'accord. Vous avez également des fondations d'entreprises, je pense à Michelin par exemple, qui peut avoir la qualité de fondation abritante. Donc l'idée, ça serait de trouver une structure déjà existante qui puisse abriter donc avoir une fondation sous égide d'une telle structure. Ouais. Alors l'avantage, c'est que on est sur un territoire, on a quand même de belles entreprises qui ont déjà leur fondation. Je pense aux banques, puisqu'on a la fondation de la Banque Populaire, la fondation du Crédit Agricole, naturellement la fondation Michelin, la fondation Théa, la fondation de l'université, qui a vocation à se transformer pour devenir une fondation partenariale et à ce titre pouvoir devenir une fondation abritante, parce qu'aujourd'hui, en tant que fondation universitaire, nous ne pouvons pas abriter de fondation. Et je pense qu'une des demandes du monde socio-économique, c'est de se rapprocher justement pour créer des structures communes. Mais malheureusement, notre organisation et nos statuts actuels ne nous le permettent pas. Donc effectivement, je pense que sur le plan administratif, c'est relativement simple. La thématique de la mobilité et de l'environnement, c'est à... Enfin, je veux dire... Si aujourd'hui il y a une thématique ça qui devient doit de être plus en mise plus en porteur avant, quand même, voilà. C'est une qui est tout en haut de la liste des priorités. Bien sûr. Alors au niveau fiscal, ça pourrait être également intéressant parce que le débat actuel c'est de réduire le déficit, donc revenir un petit peu sur les niches et éventuellement remettre en cause la déductibilité fiscale de certains dons. J'ai regardé un petit peu certains débats. La question de l'écologie ne serait pas remise en cause. C'est-à-dire que les dons qui seraient orientés sur la question de l'environnement, donc j'imagine des mobilités, ne verraient pas en fait leur réduction d'impôt diminuer. Par contre, d'autres domaines qui aujourd'hui effectivement peuvent poser question pourraient être remis en cause. Donc je pense qu'à l'avenir,
on pourrait effectivement, ça serait relativement simple. Je sais que moi, je travaille pour des collectivités, à des petites structures qui arrivent justement à mobiliser les acteurs de leur territoire pour des beaux projets. Et globalement, vous-même, l'IAE, seriez intéressé par ce genre de choses? Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y a un sujet de recherche où on pourrait mobiliser là, un certain nombre de gens pour se dire, voilà. Moi, je découvre ces univers. Je ne suis pas financier de formation. Je trouve ça extrêmement intéressant et dans l'esprit porteur, quoi. Hein. Oui, et puis non, mais bien sûr. Je pense que voilà, je peux pas parler au nom de mon doyen, mais enfin, on va convaincre. Je connais à mon avis, sa réponse. Mais oui, effectivement, c'est une thématique qui est pour nous importante. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais proposer à Monsieur Mercier de nous rejoindre sur le pupitre d'à côté, donc de la Banque des Territoires. Merci. Alors, pour faire très schématique, la Banque des Territoires a 2 capacités d'intervention. La première, on utilise vos sous, à vous tous ici, pour financer des projets en faveur de la transformation écologique et donc des mobilités. Et donc, on utilise l'argent du livret A. Et donc, avec vos bas de laine, votre épargne, on finance des projets des collectivités locales en faveur de la transformation écologique, dont des projets en faveur de la mobilité. Et donc, le livret A, c'est formidable, vu que les Français sont inquiets de l'avenir et ils épargnent beaucoup. Donc, on a une ressource qui est assez vaste. Hein. On cherche plus les projets que la ressource, finalement. Donc ça, c'est assez... Donc ça, c'est notre première capacité. Et après, je rentrerai un tout petit peu dans le détail. La deuxième, c'est grâce à nos sous à nous, sous de la Banque des Territoires, qui n'est qu'un des métiers de la Caisse des dépôts. Pour ceux qui ne le savent pas, la Caisse des dépôts, elle date de Louis XVIII, 1816, à 200 ans d'existence, plus de 200 ans d'existence. Et donc, chaque année, elle dégage un résultat. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de déficit et de la dette. Mais en 2024, par exemple, la Caisse des dépôts a versé 2,1 milliards au titre d'un équivalent impôt sur les sociétés à l'État. Donc ça a contribué un tout petit peu à réduire le déficit et la dette. Mais donc on utilise nos résultats annuels pour investir dans les territoires, là sur des projets portés par des opérateurs privés. Et donc voilà nos 2 capacités. Donc si je reviens sur la première, on prête au secteur public local au sens large, aux collectivités locales, aux syndicats mixtes de transport, aux intercommunalités, enfin à toutes les autorités organisatrices de mobilité. Et on va leur prêter, en fonction des projets, on va être attentif aux critères environnementaux en matière de mobilité. Donc on ne va pas financer un projet qui viserait à créer des autoroutes. On va plutôt financer les transports collectifs, les infrastructures de recharge. Et donc, oui, voilà un petit peu les acteurs qu'on est susceptible de financer. À l'origine, il y a toujours les acteurs publics, les collectivités locales ou leurs outils qui sont liés, et dans certains cas, les sociétés privées, mais qui agissent pour le compte des collectivités. Donc, comme je vous le disais, voilà qui on finance. Comment on les finance? Grâce à l'argent du livret A. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est une banque, on a une ressource qui est hyper liquide. Votre livret A, vous pouvez le retirer à tous les moments. Mais on transforme cette épargne à vue en prêt de très long terme. On va jusqu'à 60 ans pour les prêts aux collectivités locales. On va même jusqu'à 80 ans pour le logement social. Mais on a cette capacité à étaler dans le temps le coût d'un projet. Lorsqu'on parle de projets d'infrastructure, c'est des projets lourds. Et donc, ça permet de les rendre plus digestes, j'ai envie de dire, en termes de financement. Et vu qu'on est une banque publique, même si on n'est pas l'État, hein, on est un établissement public sous le contrôle du Parlement, mais on a quelques critères de banque publique, on pratique la même marge à tous les emprunteurs. Et vous verrez tout à l'heure, je vais vous donner des exemples assez gros d'objets qu'on a financés en matière de mobilité. Mais que ce soit les TER régionaux ou que ce soit une voie verte au fin fond du Puy-de-Dôme, on appliquera, dès lors que les critères sont remplis, le même taux
à la petite collectivité qui veut financer sa voie verte ou à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui veut financer ses nouvelles rames de TER. Et donc, et là aussi, plus le projet est vertueux, plus notre taux est compétitif. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je veux bien qu'on passe au slide suivant, si c'est possible. Voilà, et donc les exemples. Donc ça, c'est les exemples financés grâce à la ressource livret A. Les 71 rames qui vont être commandées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, rames électriques, vont être financées grâce à la ressource livret A. Le centre de maintenance, d'exploitation et de maintenance du SMTC est situé sur la commune de Cournon et financé aussi grâce au livret A. Les 2 lignes de IBHNS de la métropole de Clermont financées grâce à cette ressource. Et donc aujourd'hui, je fais un appel, je ne sais pas s'il sera entendu, mais on est vraiment intéressé pour avoir des projets plus modestes. On voit très souvent des collectivités qui se lancent dans des plans vélos, qui financent des voies vertes, des pistes cyclables, et ils ne pensent pas à faire appel à nous. Et je trouve ça aussi intéressant et aussi utile pour le territoire que ces vastes projets-là. Est-ce qu'il y a des associations qui portent des projets d'ingénierie sociale dans les territoires? Alors, donc, alors, sur le prêt, je vous ai dit, c'est plutôt le secteur public local. Après, on a, avec nos sous à nous, comme je vous l'ai dit, bien entendu, on peut favoriser l'émergence de projets. Mais là, on va être en ingénierie, c'est-à-dire en ingénierie préopérationnelle. J'ai l'idée d'utiliser une ancienne voie ferrée pour faire soit quelque chose de touristique, soit réinventer des mobilités, pourquoi pas. On peut contribuer, notamment grâce au programme Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville, on peut contribuer à aider ces collectivités à réfléchir à ce qu'elles veulent faire en matière de mobilité, ce qu'elles veulent faire en matière de covoiturage. Donc on a et on finance des études en la matière. Collectivité ou réseau d'acteurs? Enfin, je veux dire un groupement d'acteurs? Non, collectivité. Non, collectivité. Ok. Voilà. Même pour l'aspect là où vous placez votre argent. Alors, pour l'aspect investisseur, effectivement, là, on va jouer un rôle d'investisseur avisé, parce que sinon, ça serait de l'aide d'État au sens du droit communautaire. Et donc là, on va investir sur des projets portés par des structures privées, mais des projets qui ont un modèle économique. Donc, sinon, ça serait de la subvention. S'il n'y a pas de modèle économique, on ne serait pas un investisseur avisé, aide d'État, et donc on serait poursuivi par les autorités européennes. Et donc, là-dessus, vous citez quelques exemples d'investissements qu'on a pu faire. Dans cette belle région, il y a le Puy-de-Dôme, il y a un train à Crémaillère qui monte au sommet, le panoramique des Dômes. C'est un investissement qu'on a fait avec une société canadienne, et qui permet de prendre ce train et d'arriver au sommet du Puy-de-Dôme avec une solution électrique. À une époque, on pouvait monter avec sa voiture au sommet du Puy-de-Dôme. Il y avait même des bus, il y a même eu un train, je crois, qui était à vapeur à l'origine. Aujourd'hui, on y monte avec le panoramique des Dômes, et c'est un co-investissement d'une société canadienne et de la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Autre exemple pour les mobilités, cette fois-ci pas des personnes mais des marchandises. Autour de Lyon, pour éviter que les transports des derniers kilomètres des marchandises soient carbonés et contribuent à l'engorgement et ne respectent pas les ZFE, même si les ZFE, on sait qu'elles ont un peu de plomb dans l'aile. Mais toujours est-il, on a investi dans ce qu'on appelle un HLU, un hôtel de logistique urbaine, qui accueille les marchandises et permet de leur faire les derniers kilomètres de manière décarbonée. Donc voilà, on peut porter des projets comme ça qui favorisent la mobilité et qui favorisent surtout la mobilité durable, vu que c'est l'objet de cette réunion. Et pour ces projets où vous recherchez à ce qu'il y ait un modèle économique viable, vous tenez compte par rapport à la question qui a été posée peut-être de la concurrence d'autres acteurs qui prennent en compte, qui se posent moins de questions, qui prennent en compte un peu moins les externalités environnementales. Si on a des projets ambitieux d'un point de vue social et environnemental, ça va être pris en compte dans l'analyse de la viabilité économique? Tout à fait, vraiment. N'importe quel acteur financier peut se dire la Green Bank, etc.
Pour nous, c'est très important. Quel que soit l'investissement qu'on fait, même si ce n'est pas de la mobilité, les critères environnementaux sont vraiment très, très importants et pris en compte dans la valeur du projet, effectivement. Voilà. Mais je le répète, parce que très souvent, on confond les modèles subventionnels. La DSIL, le fonds vert, c'est de la subvention. Et ça permet aussi que le projet, si vous me permettez l'expression, flotte. Et nous, lorsqu'on porte un projet privé, s'il y a des subventions publiques, c'est bienvenu aussi parce que ça détend un petit peu le modèle financier. Mais notre intervention, lorsqu'on intervient en tant qu'investisseur, ça ne peut pas être sur un modèle économique où le taux de retour sur les fonds propres est de l'ordre entre 0 et 2%. Ça ne marche pas. Est-ce que vous pourriez intervenir en mécénat dans une fondation Massif Central autour d'un réseau d'acteurs sur la mobilité, par exemple? À ce jour, non. À ce jour, non. Non, je vous ai vraiment décrit ce qu'on est en capacité de faire. En amont des projets, on est susceptible d'apporter de l'ingénierie aux acteurs locaux, aux acteurs publics locaux. On est susceptible de financer des projets portés par des acteurs publics locaux grâce à l'épargne des Français, grâce au livret A. Et on est susceptible aussi d'investir dans des projets portés par des acteurs privés qui ont une utilité, à la fois qui sont utiles pour le territoire et qui ont un modèle économique viable. Donc une fondation qui générerait ces projets viables trouverait auprès de vous un interlocuteur et un financeur. Il ne faut jamais dire jamais. Très bien. On peut prendre une question rapide, s'il vous plaît, parce qu'on a nos deux derniers intervenants ensuite. Rapide, mais très intéressée et peut-être intéressante, j'espère. Imaginons, on a eu tout à l'heure un exposé sur ce que nous allons faire en termes de mobilité autonome, navette, justement l'exemple. Imaginons que nous trouvions 10 EPCI, intéressées chacune d'avoir 2 navettes pour aller vers des lieux d'intérêt particulier. Est-ce que vous seriez susceptible d'aider un consortium d'industriels qui s'intéresserait à la pré-industrialisation? L'idée, c'est comment je passe de la navette qui est au CESO actuellement à quelque chose qui commence à ressembler à une première phase de pré-industrialisation. Voilà. Est-ce que là, vous sentez que c'est suffisamment intéressant pour que vous vous jetiez à l'eau? Alors... 10 EPCI, hein, on reste bien dans le public. Ouais. Donc c'est une question d'appétence au risque. Oui. Et une question de financement, ce que les Anglais appellent les POC, les Proof of Concept. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Je dis pas non, mais disons que ça sera regardé avec beaucoup de vigilance. Effectivement, le financement des POC, c'est pas notre first best, hein, il faut être clair. Après, l'avantage de la Caisse des dépôts Banque des Territoires, vu son assise historique, c'est sa capacité quand même des fois à réfléchir en dehors de ses modèles. Elle a un modèle, elle a un corps de doctrine bien établi. Parfois, elle peut réfléchir en dehors de cette doctrine. Mais il ne faut pas que tous les critères soient en dehors. Voilà. Et après, un POC, pourquoi pas, mais il faut quand même que ce POC-là également ait un modèle économique. Merci beaucoup. On va prendre l'intervention de Benoît Beldaïez, s'il te plaît. Merci, vous ne pouviez pas faire un meilleur tremplin. Je pense que pour la vidéo, si tu restes vers le pupitre, ce sera mieux, ou vers moi, comme tu veux. Okay. L'un ou l'autre. D'accord. Eh bien, pourquoi pas, ça dépend de l'appétence au risque, c'est ce que vous avez dit, etc. Et du coup, en termes de financement, moi, c'est l'expérience en tant que porteur de projet que j'ai eu. Et du coup, je vais expliquer comment, ce qui est très important. Du coup, quelle légitimité j'ai? J'ai la légitimité que je vais utiliser un slide qui n'est pas de moi, mais de la French Tech. Comme ça, c'est réglé. La French Tech. Eh bien, on voit du coup qu'un projet a des phases, formulation, faisabilité, R&D, lancement, croissance, etc. Mais ça peut être juste de l'idée à un projet qui grossit. On voit que finalement, le chiffre d'affaires, si la courbe rouge existe un jour, de toute façon, elle ne commence pas là, mais plus tard. Et que du coup, en fait, il y a des phases. Alors, ce n'est pas un cours,
C'est pas un cours que je fais, c'est juste issu de l'expérience que j'ai eue à aller lever. Donc j'ai pitché devant des venture capital pour aller lever le projet que j'avais, et c'était 50 millions d'euros d'investissement. Et avec comme ici à la base, comme actionnaire unique et principal, à la base c'était Michelin. Eh bien, en fait, ici, mais ça va être pour de l'investissement privé, mais je pense que ça marche exactement pareil, pour avoir discuté avec PFM 63 même hier, qui disait, bah, nous, on est une association, mais on se rend compte qu'en fait, ça marche, on commence à avoir du covoiturage dans la région, etc. Et du coup, il faut qu'on s'organise pour le scale. Parce qu'en fait, en tant que PFM 63, on dit, mais est-ce qu'il faut... Du coup, c'est... Ouais, le passage à l'échelle. Louise me disait hier, donc qui est responsable de cette plateforme, disait, mais il va peut-être falloir qu'on passe en scope. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne va pas pouvoir juste vivre biberonné par l'État tout le temps. Donc il faut qu'on soit autofinancé, enfin, qu'on ait donc ce qu'on appelle un modèle économique. Voilà. Et donc, ce qui est super important, là, ce que je veux juste dire comme message, c'est que celui qui est capable de dire, dès le départ, voilà, j'ai la vision de ce graphe dès le départ de mon projet. J'ai la vision de ce graphe. Et plus je vais à droite, plus c'est, on va dire, moins je suis certain. Je suis certain de ce qui est à gauche, comment je vais commencer, les premiers pas. Mais en tout cas, voilà, et je vous présente des différents scénarios. Et bien ça, c'est hyper rassurant. Et en plus, on se dit, waouh, là, j'ai envie de payer pour voir. Et du coup, j'arrive à cette notion de payer pour voir. Finalement, à cette première personne, on va lui dire, bah, c'est de la love money. Alors, love money, ça veut juste dire un don, en fait. Enfin, mais en fait, tu payes. En fait, du coup, je vais te demander 200 000 euros. On est sur des montants comme ça. Ah bah ouais, même moins, 20, 150. Ok. Je vais te demander 100 000 euros et dire, ouais, super, j'ai te donné 100 000 euros, mais tu vas aller faire quoi? Tu vas aller au bar? Non, non, en fait, 100 000 euros, pourquoi? Bah, pour en fait, qu'au bout de 100 000 euros, en fait, ça va me permettre d'aller à la prochaine étape. Donc, en fait, tu vas payer ça, tu vas le perdre, ok, on peut parler dans un autre langage, hein, c'est le langage des incubateurs, de perte acceptable. C'est ta perte acceptable. Eh bien, mais celle-là, ça va me permettre de faire l'étape suivante. Alors là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'en plus, l'étape suivante, si on y arrive, elle ne sera peut-être pas avec toi. C'est-à-dire que je vais changer de sponsor, changer de mode, changer de biberon, en fait. Voilà. Je vais prendre un autre biberon après. Et du coup, des biberons de plus en plus gros. Mais en fait, des biberons en fait, qui à la fin ne sont plus des biberons, parce qu'en fait, je crée moi-même mon chiffre d'affaires. Voilà. Et en fait, c'est à partir du moment où on sent que le porteur de projet, eh bien, en fait, il a une vision de ce que va être la rentabilité. Enfin, et lui-même croit qu'un jour, ça va être rentable. À partir de ce moment-là, on se dit, bon, ouais, lui, je l'aime bien, j'aimerais bien l'encourager, j'aimerais bien payer pour voir ce qu'il va faire. Voilà. Donc, en fait, ça y est, là, vous avez créé l'envie. Donc, en fait, tout le truc, là, de M. Mercier, de se dire, c'est une question de gestion de risque. En fait, ce graphe, pour moi, c'est une question de gestion de risque. C'est un graphe de gestion de risque. Sinon, j'irais directement demander 5 millions. Parce qu'il n'y a pas de risque, donne-moi 5 millions direct. Hein. Et du coup, en fait, là, c'est avoir, et je pense que c'est ce qu'on doit être capable de faire si on accompagne des projets aussi dans Orbimob, dans les projets publics que privés ou des initiatives, eh bien, c'est de réussir à avoir finalement un accompagnement, des guides, je ne sais pas comment on peut appeler ça, du consulting ou via l'école de management, mais pour réussir à créer la confiance voilà. Voilà. Merci Benoît. Des réactions certainement dans la salle, c'est assez enthousiasmant. Oui, Patrick. On se projette déjà sur l'eau, d'accord. Ouais, alors, attendez, mais ça me donne envie de dire un truc. Oui, hein, et je trouve ce schéma super intéressant parce que je l'avais jamais vu comme ça.
Et je trouve ça très intéressant. Et puis vraiment, c'est en lien avec l'intervention précédente là. Et c'est très intéressant. Hein. Et je pense qu'effectivement, cette idée à bien intégrer qu'on ne va pas forcément faire appel toujours au même est une idée extrêmement intéressante. Il faut qu'on y pense très rapidement dans l'émergence d'un projet. Benoît, il te faudra un micro. Ouais, et ton premier mot, c'était on s'y projette déjà à droite, là. Eh bien, je rebondis sur cette idée-là. Il y a Gaël Koenig, là, avec Moving On, a produit, donc moi j'ai coécrit ce livre avec vous, j'ai écrit un 5e de ce livre, un chapitre. Ce livre, juste pour information, il a eu le Grand Prix de la Good Economy. C'est pas rien. Ouais, il y a plusieurs catégories, mais dans la catégorie communication. Okay. Comment Gaël a travaillé avec les équipes Moving On sur cette communication? C'est fait par un cabinet aussi. Il y a un cabinet de communication, etc. Et bon, pour gagner le prix et pour communiquer, ils ont utilisé un système de backcasting. Ça veut dire, je vais vous le faire, et en fait, c'est comme ça qu'on peut convaincre et créer cette courbe. Peut-être qu'on peut remettre la courbe si ça ne te dérange pas. Et je vais le faire avec un exemple, ça sera le plus simple. Je vais essayer d'en trouver un. Tu as 3 minutes. Ouais, ok, ça marche. Je vais prendre ça, tiens, voilà, pop. Ouais, Flying West. Bonjour, je suis ici directement. Je suis en 2035 et je vous parle au présent 2030. Je me place en 2035. Bonjour, je suis en 2035 et l'aéroport d'Olna est une base Flying Wells où en fait on vient débarder le bois de notre immense forêt du Massif central à Olna, et ce bois part du coup via un corridor vert jusqu'au port de Lyon, et où il est acheminé ensuite par le Rhône à Marseille ou ailleurs ou dans toute l'Europe. C'est génial. On a quand même réussi à trouver un moyen de mobilité hyper décarboné. Alors voilà, je vous ai écrit, là on est à droite, je vous décris. Et si vous déjà, est-ce que, je ne sais pas, je vous ai fait rêver, je sais pas. On leur a déjà demandé. Ah bon, ok. J'essaie, voilà. Donc on décrit ça, c'est le rêve. Et si ça crée l'adhésion, et si ça inspire, eh bien à ce moment-là, eh bien on va se dire, attendez, mais pour arriver là, eh bien c'est sûr qu'avant c'était pas du tout comme ça, c'était le bazar total, il fallait couper à la tronçonneuse, ensuite débarder soi-même avec ça faisait une dépense de carbone maximum, on n'y arrivait pas, quoi. Donc pour arriver là, eh bien on est passé par telles étapes. Et du coup, la première étape, le premier milestone, eh bien, on a fait ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et du coup, et on y allait étape par étape. Au début, on a fait une forêt. Au début, c'était un petit dirigeable pour débarder peut-être des petites poutres. Ensuite, voilà. Et on décrit, en fait, non, mais vous voyez, je suis un petit peu là j'arrête l'image là, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'en montrant qu'en fait, c'est faisable, c'est accessible, enfin, qu'il y a un chemin pour y aller. C'est comme ça. En fait, c'est une histoire de bon sens, ce que je vous dis, c'est tout, quoi. Enfin, c'est comme, en fait, c'est maintenant, vous avez qu'à juste vous dire en privé. C'est comme si je me mets dans ma situation, c'est comme si j'allais voir mon banquier et que je lui demandais d'acheter un château direct. En fait, il me dira, attends, commence par acheter un studio et on verra. Et puis, si tu arrives à le rembourser, dans 3 ans, tu pourras acheter un appart. Et ensuite, avec ça. Voilà, et n'empêche, c'est nécessaire d'avoir la vision des intérêts, des attentes des financeurs aux différentes étapes et pas que de la première étape. Savoir où on va à 5-7 ans. D'ailleurs, tout à l'heure, Bernard Soulage parlait des fonds européens qui ont un horizon de 7 ans, par hasard. Voilà. Avoir une vision des besoins de financement à différentes étapes et de qui peut les financer. J'arrête là, dernier mot. Ce que je veux juste dire, c'est que dernier mot, c'est que du coup, si en plus il y a un schéma directeur Massif central de mobilité qui est emmené par Orbimob, et bien si on arrive à montrer que l'étoile polaire, là, par exemple, je reprends l'exemple du dirigeable avec du bois, mais ça sort de ma tête là à chaud, mais si ça s'inscrit bien dans le plan, que ça respecte des ODD, etc., et bien c'est bon. À ce moment-là, vous voyez, il y a des gens qui nous suivront, et je pense qu'à ce moment-là, tout ce qu'on se dit, les blabla où on se dit il y a de l'argent partout, ouais, en fait, à ce moment-là, oui, c'est crédible ça.
Oui, une J'ai pas dit réaction. trop de bêtises. Non, c'est pas pour dire une bêtise. La courbe est intéressante, mais au milieu de cette courbe, il y a ce qu'on appelle les vallées de la mort. Et parce qu'il y a plein de projets géniaux qui n'arrivent jamais à décoller parce qu'ils ne trouvent pas leur modèle de financement au moment critique. Et donc là, c'est représenté par une route étroite, la voiture qui tombe dans le fleuve, etc. Mais c'est autant de vallées de la mort à différentes étapes du projet. Donc il faut des financeurs qui prennent un peu de risques. En tout cas, qui y croient, oui. Qui y croient. Merci beaucoup, Benoît. On va donner la parole à Amine Loutia de Clermont School of Business, qui va élargir un peu le champ de réflexion et de phosphoration, si ça se dit, autour d'une proposition de projet de recherche où les questions de financement sont parmi d'autres sujets, mais ça fera peut-être écho aux interrogations sur la dimension le facteur multidimensionnel de ces projets ou multicritères. Qu'est-ce que c'est qu'un projet ambitieux? Qu'est-ce que c'est qu'un projet qui prend des critères, des externalités et des bénéfices environnementaux, sociaux, tout en cherchant une viabilité économique? Donc c'est vrai que moi en fait j'interviens un peu en fin, ce qui fait que la pression n'est pas du tout sur moi. Mais en fait par contre en gros je me nourris un peu en fait de tout ce qui a été dit avant parce que justement tout ça fait partie un peu de l'idée au fait de départ du projet. Alors moi quand je regarde l'affiche au fait, je regarde en fait quelques mots clés. Par exemple je regarde mobilité, bon on est là pour la mobilité, je regarde le mot durable et je regarde aussi l'enjeu mondial. Alors moi, juste pour la petite histoire, en fait, je viens du Maroc à la base, puis je suis français, et puis les problèmes d'enclavement, je vous rassure, c'est pas qu'en France, hein, ça existe partout. Ce qui fait que le besoin de mobilité, il est de partout, et les challenges, en fait, sont des fois très similaires, en fait. Et puis, par exemple, je pense à un fait d'actualité qui date de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus. C'était par rapport au séisme, par exemple, qui s'est abattu sur Marrakech. Et puis, en fait, le problème, c'est comment on atteint ces zones un peu qui sont enclavées, parce que oui, il y a un problème, en fait, et on n'arrive pas. Donc ça pose un problème de mobilité justement. Si on avait une solution, ça aurait été intéressant. Et puis quand j'entends en fait tous les collègues au fait qui se sont exprimés avant, en fait chacun dans sa spécialité, chacun avec sa casquette, et ben en fait vous comprenez tout de suite au fait qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Il y a des programmes, il y a des contraintes environnementales parce que sinon ça serait pas durable. Il y a des contraintes au fait d'impact. Donc on parle d'impact écologique, mais aussi d'impact social. On a commencé au fait aujourd'hui, cet après-midi en disant le mot ambitieux, et le mot ambitieux au fait c'est, regardez, il y a beaucoup d'impact au fait qu'il faut penser au fait. Est-ce que ça va être adopté, pas adopté? Donc en gros, moi j'ai imaginé au fait un peu cette sphère et qui va essayer de décrire en gros, quand on a un projet de mobilité durable au fait, à qui on a, en face, à qui on doit s'adresser. Et ben du coup, en fait, on a d'abord en fait la régulation parce que bon, quand on a un label par exemple, et du coup Guillaume en fait partie, il en sait beaucoup plus que moi. Bah du coup, la régulation en fait c'est un point parce qu'il faut respecter certains critères en fait si on veut se dire environnemental, si on veut se dire durable en fait, si on veut parler de mobilité durable justement, il y a des critères à respecter. Et ensuite donc voilà, donc ça, le premier on va dire étape en fait d'un porteur de projet, c'est d'abord le régulateur. Enfin entre autres. La slide d'avant s'il vous plaît. Pas encore. Ensuite, il y a la performance financière. On en parlait tout de suite avec justement la Banque des territoires, en fait, qui nous disait bon, il faut qu'un projet soit viable. Donc, un projet viable, ça veut dire qu'il soit performant financièrement. J'entends bien dans le sens où il est rentable, au fait, et il est capable, au fait, peut-être d'aller à des étapes et justement d'éviter ces vallées de la mort dont vous parliez très bien, parce qu'effectivement, c'est une chose. Et puis après, c'est faisable, parce que des fois, on a un porteur de projet qui peut rêver quelque chose. Et finalement, quand on s'aperçoit sur le terrain, la nature du terrain, ou bien la solution technologique, ou bien est-ce qu'on a la ressource, pas la ressource, est-ce qu'on a ça, est-ce qu'on a ci, finalement, la faisabilité, peut-être, c'est pas ce qu'on imaginait. Donc, c'est un défi aussi qui se pose. Des fois, c'est un défi technique, et des fois, c'est juste un défi d'adoption aussi. Est-ce que c'est faisable sur ce territoire-là, oui ou non? Et puis, bien sûr, j'ai commencé par ça aussi, avec l'impact au fait, écologique et social. Donc, vous voyez que on est au carrefour au moins de ces quatre-là. Hein. Encore une fois, c'est ce qui me venait en tête au moment où j'ai élaboré cette petite charte. Mais en gros, ça peut être beaucoup plus. Et du coup, forcément, que ce soit d'un côté du porteur du projet ou que ce soit du côté, au fait, de celui qui va évaluer le projet pour dire je finance, je prends le risque, j'y vais ou j'y vais pas, bah, en fait, on a des flous. Slide suivante, du coup, ça va compléter ça. Donc, juste pour simplifier, je suis resté vraiment très très schématique. L'idée, c'est pas de compliquer la tâche, mais vraiment de vous donner une idée, au fait,
d'un peu du problème qui peut se poser. Donc pour un porteur de projet, j'ai gardé les mêmes items justement pour une question de lisibilité, hein, du coup voilà. Mais vous verrez que c'est pas tout à fait en fait la même perspective. Pour la performance financière, ben, du coup, pour le porteur du projet, lui, il se dit, bon, j'ai des coûts initiaux élevés, donc il faut que je trouve un financeur. Voilà, est-ce que je vais pouvoir dégager des économies sur le long terme pour pouvoir refinancer une deuxième partie du projet, puis une troisième partie, ou ainsi de suite, d'accord? Est-ce que je pourrais finalement rendre ce projet viable? Donc il y a une incertitude sur le coût-bénéfice. Et ça, c'est partagé aussi par le financeur, parce que là, comme vous voulez d'écouter mon collègue, justement, qui parlait de ça, c'est est-ce que ce projet-là, en fait, a un plan de financement qui est viable, en fait, qui peut y aller? Est-ce que je peux justement, comme le disait aussi mon autre collègue qui était du coup porteur de projet, est-ce que je peux faire du scaling up? C'est-à-dire, est-ce que je peux, en fait, en gros, agrandir le projet, au fait, ou le projeter, ou bien le délocaliser ailleurs, un peu comme une sorte de... On va dire, on commence par exemple à expérimenter une solution, par exemple sur le Massif central, ça marche, et puis peut-être en fait que ça peut s'appliquer ailleurs, une sorte de franchise cachée, quelque part. Donc on peut se poser la question de la performance financière. Donc des deux côtés, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même vision, mais ils se rejoignent sur ce mot-clé, enfin de performance. Vous avez ensuite la régulation. D'un côté, le porteur de projet, il ne peut pas tout savoir sur la régulation, parce qu'en fait, ça peut évoluer, voilà, il n'a pas forcément les mots techniques, ce n'est pas son monde à l'origine. Et je vous mets au défi, au fait, d'ailleurs, de connaître toute la régulation, surtout. C'est vraiment difficile. Et on est en France, hein, donc on s'entend bien. Surtout avec la difficulté aujourd'hui, par exemple, avec un gouvernement qui change tout le temps. Donc la régulation, on est encore plus incertain aujourd'hui qu'avant. Donc vous voyez que c'est très difficile d'évaluer ou même d'anticiper, au fait, une évolution réglementaire. Voilà. D'un autre côté, vous avez au fait des régulations en fait qui sont mises en place et on joue à deux échelles. Nous, on est sur le cadre français, mais vous avez aussi le cadre européen. Donc vous avez au fait deux échelles différentes. Ce qui fait que votre projet il peut marcher peut-être sur un cadre, mais pas sur l'autre. Donc vous êtes au fait sur quelque chose au fait qui est un peu tangent. Donc vous avez au fait encore une fois un petit conflit ou une sorte de, on n'est pas aligné au fait sur qu'est-ce qui est attendu. La faisabilité, ben, du coup, le porteur du projet, lui, il a une idée, mais ce n'est pas forcément un ingénieur ou ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît en fait bien le territoire ou qui connaît bien la géographie ou qui n'est pas géomètre. On ne peut pas être tout à la fois, d'accord? On n'est pas un couteau suisse, d'accord? Ce qui fait que, pour le coup, donc, il n'a pas forcément des connaissances rigoureuses sur la faisabilité du projet. Donc, je parlais de terrain, technologie, spécificité région et autres, encore une fois. Ça, c'est quelques-unes des difficultés auxquelles j'ai pu penser. Et puis, d'un côté d'un financeur, il va se dire, bon, écoutez, très bien, votre sujet de mobilité, très bien, mais en fait, est-ce qu'on a la maturité technologique? Est-ce qu'on a accès, par exemple, à la matière première, ne serait-ce que ça, par exemple? Ou est-ce que, par exemple, si je pense à Marrakech, bah, écoutez, l'électrification n'est pas aussi avancée, par exemple, qu'en France ou ailleurs, d'accord? Et du coup, ce qu'on peut mettre ici, comme aujourd'hui, comme une solution électrique, vous parlez tout à l'heure du monte-charge, au fait, ou du monte-personne, en fait, qui va les emmener vers le puits, bah, peut-être à Marrakech, ça ne sera pas très possible tout le temps. Donc voilà, parce que, ou bien, par exemple, si on pense à des voitures électriques, d'accord, peut-être que ça se pose comme possibilité ici, vous changez de territoire, ça change. Vous ne pouvez pas. Donc voilà, faisabilité technique. Je peux penser à un monde, en fait, avec que des voitures électriques, mais encore une fois, quid de la faisabilité? Et enfin, donc, quand on parle de l'impact écologique et social, surtout celui-là, je pense que c'est le plus dur au fait, à évaluer en vrai, parce que écologique, au fait, qu'est-ce qu'on entend par écologique? Et j'ai évalué quelques papiers de recherche qui parlaient par exemple de la pollution en Chine et qui ne prenaient comme critère que le CO2. Bon, on sait que le nuage qui apparaît en Chine chaque année, je ne crois pas qu'il est transparent déjà. Il y a un peu de jaune au fait comme couleur et je ne pense pas que c'est dû au CO2. Donc juste pour et pourtant, hein, je ne suis pas un chimiste de base. Donc ce qui fait que vous avez donc qu'est-ce qu'on entend par un impact écologique? Voilà, parce que le CO2 c'est bien, mais c'est pas le seul. D'accord? Aujourd'hui, on parle de particules fines de plastique, on parle de particules fines au fait, issues au fait, du gasoil, des choses comme ça. Et tout ça, c'est dans l'air, hein, donc on le respire, qu'on le veuille ou non, même avec le système de filtration le plus sophistiqué possible. Et puis, vous avez bien sûr l'acceptation sociale. Je peux arriver avec la solution la plus intéressante au monde pour moi, mais ça ne veut pas dire que les gens vont l'adorer ou bien l'adopter. Donc, on parlait tout à l'heure de l'ambition, justement. Là, on est en plein dedans, donc tu me demandes, Guillaume, tu m'as interpellé sur la question de l'ambition. Encore une fois, je peux avoir une ambition, pas forcément avec un projet très technologique, mais en fait avec une utilité sociale très forte. Ça serait déjà en fait une ambition, une sorte d'innovation quelque part. Mais voilà. Donc ça, c'est le côté porteur du projet. Lui, ça, il a du mal des fois à l'évaluer correctement. Parce que lui, il ne peut pas tout savoir. Mais il y a des attentes. Mais il y a des attentes pour le coup de l'autre côté, parce que le financeur, lui, il se dit d'accord, moi je veux bien, par exemple, je pense à mon collègue de la Banque du Territoire qui se dit, bon, je veux bien financer le projet, très bien, pourquoi pas. Je suis prêt à prendre un certain niveau de risque, mais bon, il ne faut pas déconner non plus. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Ok, très bien. Est-ce que ton truc, il a vraiment un impact écologique tel que tu le penses? Ou est-ce que tu rêves quelque part? Et puis, vous avez au fait l'acceptation sociale. Est-ce que c'est vraiment utile?
Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Est-ce qu'il ne s'agit pas de mettre quelque part des néons et des LED et de dire regardez, c'est très écologique, c'est très innovant technologiquement, je rajoute un petit peu de Wi-Fi et c'est fini. Parce qu'il y a des projets comme ça, gadgets, voilà. Ça, c'est pour le porteur de projet, c'est l'innovation. On est tout de suite dans la révolution, mais on n'est pas là-dedans pour l'acteur parce que lui, il se dit d'accord, Wi-Fi, très bien, mais et alors? Et donc ta proposition, c'est de mener un projet de recherche avec un territoire d'ancrage, c'est la slide d'après, justement, des entreprises autour de l'exploration de ces différents critères. Exactement. L'idée, au fait, finalement, c'est de prendre un peu les entreprises qui ont réussi quelque part, au fait, voilà, qui sont, voilà, parce que ça sera l'échantillon, on va dire, sur lequel on peut se baser. J'ai commencé par m'introduire en me disant que moi, en fait, mon autre dada, c'était la donnée, donc data scientist, donc forcément, j'ai besoin de données. Si, en fait, j'ai des entreprises qui ont marché, au fait, sur des contextes, je peux donc définir ou extraire, si vous voulez, des critères, tout simplement, des critères de manière très simple, hein, d'accord, qui vont dire pourquoi, des facteurs de succès, quelque part, effectivement, ce qui va permettre, en fait, d'établir potentiellement des standards, ce dont on a besoin aujourd'hui. Parce que quand j'ai entendu mes collègues parler, en fait, chacun en fait, a un peu sa vision des choses sur son petit terrain. Le problème, c'est qu'on n'a pas de standards qui vont unir, en fait, si vous voulez, le porteur du projet, même peut-être l'aider à développer, en fait, si vous voulez, ce projet et même en fait, le mettre en place dans d'autres territoires. La dimension justement mondiale dont on parlait. Justement pour aller chercher d'autres fonds qui ne sont pas que territoriaux. On ne va pas rester qu'en France, en fait, on peut peut-être chercher ailleurs. Et pour ça, en fait, on a besoin de standards, tout simplement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ma conviction, c'est que ça, on ne l'a pas. Donc, à terme, en fait, quand on va faire ça, tout simplement, donc identifier des projets de mobilité durable, tout simplement qui ont marché, extraire les facteurs de succès, ensuite identifier des facteurs d'évaluation indispensables, parce qu'il y a forcément un dénominateur commun. On ne peut pas cocher toutes les cases, on ne peut pas être à 100% sur tout. Peut-être que mon projet à moi, il est très impactant socialement, pas très technologiquement, donc je vais chercher peut-être ce type de financement ici, mais pas ici, par exemple. Donc c'est une aide à la décision. Et je viens d'une école de commerce, donc voilà, le management, c'est quelque chose. Voilà. Et pourquoi pas, en fait, finalement, puisque je suis dans la data et un peu du coup dans l'IA, pourquoi pas, en fait, finir avec un outil, finalement. Tout simplement une version 1, quelque part, qu'on pourrait, en fait, faire évoluer. Donc c'est un appel à projet. On fait signe que le temps passe vite. Oui, c'est vrai. Et ce serait quelque chose qui pourrait être mené chemin faisant avec un projet qui se met en place, mettons une fondation avec un réseau de plusieurs acteurs qui générerait des projets. C'est plusieurs acteurs. Ça peut être en fait, par exemple, mon collègue au fait, de la Banque des Territoires, au fait, des financeurs, ça peut être des porteurs de projets, ça peut être en fait, tous ces gens-là. En fait, moi, l'idée, c'est de les mettre autour de la table, avoir le plus de données possible finalement en fait, et d'essayer de structurer quelque chose qui va en fait finalement, on va dire, parler à tout le monde. Voilà. Parfait. Des réactions dans la salle, des candidats? Oui. Je suis candidat. On peut remettre le slide? Alors, j'ai bien compris. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir une phase 1 à 9 mois. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est qu'au sortir des 2 jours, comme je l'ai dit, on sorte un premier document de synthèse sur ce que l'on a dit, en quoi ça pourrait servir de premier squelette, mais vraiment squelette, hein, d'accord ? Qu'on va passer à différents acteurs, le commissariat, les entreprises, Moving On, Orion, etc., pour des critiques. D'accord. Et l'idée, c'est de dire, on rentre dans cette phase, qui est presque une vallée de la mort, hein, des municipales. Donc il ne se passe plus rien du côté des municipalités pendant 10 mois, 9 mois. Hein, voilà, c'est ça, jusqu'à ce que les équipes se recomposent. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est être un petit peu, si vous voulez, la cigogne qui abène le bébé nouveau, là. Au bout des 9 mois, il y a de nouvelles équipes municipales et on leur dit, écoutez, voilà, c'est la proposition qu'on vous fait. Tous les maires là, du Massif central ont fait une proposition. Vous allez maintenant travailler dessus, l'enrichir, montrer que vous avez une valeur ajoutée. Elle va être forcément évidente, hein, puisque ça correspond à l'intérêt. Mais c'est de dire, attendez, dans cette grille d'analyse, voilà, Amine a déjà travaillé et en même temps, il vous a proposé un tout premier câble, squelettique, mal foutu, mais quand même intéressant, de l'analyse. Pour se dire, effectivement, je reprends ton idée, on chemine ensemble, parce qu'il va falloir un peu de temps pour justement que les choses se mettent en place. Mais il y a un point de départ,
Il y a un point de départ qui est cette première grille d'analyse. Voilà, donc moi, ce qui me plairait, je dis oui, 9 mois, Amine s'engage, il a amené un premier truc. C'est la première grille d'analyse qui accompagne le document que nous allons soumettre. C'est possible, ça? À tenter, ça se tente. Un chercheur, on est parti. Voilà, un chercheur, en général, c'est quelqu'un qui est preneur d'initiative et qui tente des choses. Nous, on n'a pas peur de la vallée de la mort. Du coup, les vallées de la mort, c'est notre quotidien. Voilà, c'est un truc. On a des creux, des choses comme ça. On a appris un peu à s'en sortir. Ça fait partie de notre formation. C'est un chercheur. Mais en tout cas, voilà. Pour que ce projet, au fait, si vous voulez qu'on ait une V1 justement, tout va dépendre de la donnée dont je dispose. Tout ça. Je peux pas faire. Je peux faire de maison sans briques quelque part. C'est un peu le même principe. Il y a une question. Je vous apporte le micro. Un prolongement et une suggestion, Patrick. Cette méthodologie-là, il faut l'appliquer à une préétude que l'on va faire pour définir le corridor Est-Ouest qui désenclavera Clermont-Ferrand et aller chercher, grâce à ce projet, les financements européens pour monter réellement le projet définitif. Voilà, un champ d'application. C'est Benoît. Oui, surtout que Medlingport a plein de data. D'autres réactions avant de conclure cette journée? Oui, monsieur. Oui, c'est pas une proposition. Nous, à Movinon, on a un certain nombre de projets qui seraient des cas d'études de mobilité durable. Certains qui ont marché mieux que d'autres. Voilà. Mais en tout cas, pour appliquer votre grille, ça peut être un premier objet. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'il connaît. Mais ça peut pas être la suite du projet au passage qu'on a fait, tu sais, avec une corridors ensemble. Je sais pas, à voir, il faut en discuter, mais ouais. Mais c'est moi qui l'ai emmené le truc. On fait ça. Ouais. Ah oui, toujours actif, mais d'accord, ok, ouais, d'accord. Je pense qu'il y a des candidats pour le projet de recherche. J'ai cru comprendre. Merci beaucoup, Amine. Un mot de conclusion peut-être pour Patrick. Et merci à toutes et à tous et à tous les intervenants. Mon mot de conclusion, vous le connaissez évidemment, c'est un immense merci. Un immense merci parce que moi j'ai passé 2 jours merveilleux. Alors je me suis un petit peu activé, voilà, mais quand même j'ai été aussi beaucoup spectateur. Et j'ai quand même été impressionné par la qualité de tout ce qui a été présenté. Vraiment, 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 vraiment. On n'est pas au niveau de maturité 100, mais on n'est pas non plus dans le début. Il y a plein de choses. Et moi, j'ai senti une volonté d'y aller. Et puis aussi, ce que je disais à certains, et ça m'a fait vraiment très plaisir, une sorte de réaction de fierté. En disant, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Voilà, avec les talents qu'on a aujourd'hui, on ne peut que réussir. Bon, il y en a plus qu'esquisser un certain nombre de choses. On va voir ce que donne l'outil d'intelligence artificielle. On va voir ce que ça nous donne. De toute façon, nous, on est capable de rajouter une bonne couche d'intelligence non artificielle sur le dossier, compte tenu des ambitions qu'on a. Et je crois qu'on peut essayer d'avancer. Mais si vous voulez, l'autre jour, j'étais en contact avec Régis Roquefeuille du Grand Clermont. Et il me dit, un Scott, il faut 5 ans. Je suis sorti de là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être qu'il faut 5 ans, effectivement, pour mettre tout le monde d'accord, etc. Mais il faut qu'on réapprenne à vivre sur des horizons raisonnables. Attendez, avec tout ce qu'on sait, moi, chez Michelin, j'avais l'habitude de dire à mes équipes, vous ne me sortez pas une nouvelle étude. Vous avez déjà suffisamment de choses. Avec ce que vous savez, vous me pondez un premier résultat. Il n'est pas parfait. Voilà. Il faut qu'on s'habitue à se dire, un truc, ça prend 3 mois, maximum. Hein, voilà, maximum. Et puis après, on l'enrichit. Et ça. Donc moi, je ressors vraiment de ces 2 jours avec une pêche d'enfer, j'ai envie de dire, en me disant, voilà, on a couvert quelques grandes dimensions, on a des groupes qui sont en train de se structurer sur la logistique, je sens une soif de tous les acteurs là, sur ce dernier panel de travailler ensemble et de proposer quelque chose. Bon, on va bien réussir à trouver les quelques petits financements dont on a besoin pour y arriver. Et puis après, comment dirais-je, si je reprends la chanson de Brassens, il ne faut pas en rester à la mare au canard. Voilà, je dis souvent, là en Auvergne, on est un peu la mare au canard. Non, on va faire de la haute mer.
Et on va aller chercher des choses. Parce que, comme le disait Amine, et il l'a très bien dit, c'est notre sentiment, ce qui se passe ici, on le retrouve partout ailleurs. Moi, je serais ravi de travailler avec Marrakech. En plus, il y a un campus, non? Campus à l'école là-bas. Et puis, je connais plein de coins en Chine où voilà, ça s'appliquera de la même manière. Et puis en Amérique latine, et puis en Asie du Sud-Est. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait. Hein, voilà. Et toujours avec ce même triptyque initial. Après, on implique tout le reste de la société. On les fait participer, on les fera participer sur notre plan. Mais au départ, les pouvoirs publics, les entreprises et les universitaires, les académiques, pardon, ensemble, on définit quelque chose. Un immense merci, parce que même sur cette facette financière qui n'est pas celle sur laquelle je suis le plus doué, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses qu'on peut explorer. Et un immense merci à tous. Voilà. Merci. Voilà, donc c'est fini. Et